Bon, nous avons l'honneur et la joie de recevoir aujourd'hui à la SPAI une invitée suisse qui est Christina Schelinski, notre consoeur jungienne de Suisse, qui est diplômée donc de l'Institut Carl Gustav Jung de Zurich et qui a travaillé pendant quelques années, quelques longues années, autour de cette thématique de l'enfant de remplacement, dont elle nous parlera aujourd'hui depuis son expérience, ses observations, et à la fin, il y aura un moment de questions-réponses. Voilà, Christina, est-ce que vous Super, je vous pouvez remercie. nous Je dire... vous entends très bien, je vous vois tous. Je vous entends très mal. Vous m'entendez Je mal? vous passe Et la les parole, autres? j'espère que ça passera mieux depuis vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon? OK, je vous remercie beaucoup, Madame Litoyo, et toutes les personnes qui ont œuvré à me faire cette invitation et à préparer, organiser cette conférence sur l'enfant de remplacement. C'est un sujet qui me passionne. J'ai écrit un livre là-dessus. J'ai quelques 22 ans d'expérience dans la psychoanalyse jungienne et la psychothérapie et la supervision. Voilà, je suis vraiment ravie de vous rencontrer. J'ai préparé une présentation PowerPoint d'à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Il y a beaucoup de place pour poser des questions, même si vous voulez m'interrompre, ça ne me fait rien. Si vous avez une question, mettez-la dans le chat. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous me laissez savoir, ou vous pouvez vraiment aussi poser une question. On est entre collègues pour comprendre bien la souffrance, les défis du traitement de l'enfant de remplacement, mais aussi les chances inouïes, les chances de transformation chez un enfant de remplacement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent mentalement, dans leur âme, mais même dans le corps ou dans leur esprit, seulement du fait d'être né enfant de remplacement. Soit ils ont été conçus express pour, car il y avait un autre enfant qui a disparu, ou même un autre membre de la famille, et on les a conçus, on a voulu remplacer carrément, soit même un tel rôle a été attribué à la personne, même un enfant qui survit la disparition de quelqu'un dans la fratrie, ou qui s'est attribué elle-même, lui-même, ce rôle de remplaçant. Le deuil non fait, un deuil gelé parfois, est un des éléments structurels. Il y en a d'autres, je vais en parler. Et c'est un syndrome très complexe. C'est un trauma caché, non reconnu. Et parfois, même dans l'analyse ou dans la thérapie, on peut louper le diagnostic si on veut. On peut passer à côté. Donc, j'ai une passion un peu de parler avec des collègues de ce fait parce qu'on peut faire une grande différence si on reconnaît. Ce que moi, j'appelle pas un syndrome, ni un dilemme, mais plutôt une condition humaine, une condition existentielle. Ça peut se révéler carrément vital pour une personne qu'on reconnaît que ces circonstances sont la racine d'une souffrance. Reconnaître, moi je trouve ce mot en français très beau, c'est con avec naître, renaître avec l'autre qui peut comprendre. Donc je souffre. Ça fait vraiment ça peut faire comme une
renaissance pour telle personne. Et ça peut l'aider à se transformer, ça peut l'aider à devenir elle-même et ne plus être remplaçant, remplaçante dans un processus que vous connaissez peut-être, le terme d'individuation, un terme jungien, mais qui est passé dans notre langage, dans plusieurs approches. Moi aussi, je me vois au-delà de la pensée pure et dure jungienne et un peu intégrative, et certainement humaniste. L'individuation, c'est devenir la personne unique, ne pas un remplacement. Vivre sa propre vie. Des symptômes peuvent se relever à tout âge, très jeune, nouveau-né, bébé, enfant, ado, mais même à un âge très avancé, à un âge adulte, et jusqu'à le grand âge. J'ai eu des patientes, je travaille que avec des adultes, donc j'ai eu des patientes qui étaient âgées de 20 ans jusqu'à 85, voire 90 ans. Donc je parle de l'enfant de remplacement à l'âge adulte. Je vais vous peut-être partager ma présentation et un peu voir comment c'est la structure. Non, je vais faire ça plus grand. Un petit instant, s'il vous plaît. Voilà, je vais faire comme ça pour faire plus court. Voilà, ça c'est nous. Et la structure de ma présentation, c'est une introduction avec la définition. Après, je vais adresser les symptômes et les éléments structurels que je trouve dans cette condition existentielle avec des cas pour illustrer. Je vais parler de la transformation, de l'individuation que je viens de nommer, de ce processus de devenir consciente et de se révéler à soi-même, de se chercher soi-même dans un dialogue avec l'inconscient. Puis, je vais adresser quelques problèmes que j'ai trouvés dans le transfert et contre-transfert et quelques mots sur la prévention. Il y a des grandes défenses. C'est peut-être pourquoi c'est si méconnu, ce diagnostic, ça se pose assez rarement, bien que c'est assez répandu. On va voir pourquoi. Et un grand problème, bien sûr, central, un de ces éléments structurels, c'est l'identité. Ça, c'est sur la cour d'élèves à l'école de mes enfants, où j'ai vu un jeune ado porter ce t-shirt qui dit « Je suis quelqu'un d'autre ». Il n'était pas un enfant de remplacement, je suis presque sûre, mais c'était un peu afficher cette aliénation qui peut être vraiment trouvée chez un enfant de remplacement. Qui suis-je? Suis-je moi, moi-même, ou l'autre que je suis censée remplacer? La définition la plus étroite, c'est un enfant expressément conçu pour remplacer quelqu'un qui est mort. Et pendant des siècles, on a entendu, et même encore aujourd'hui, je peux entendre ce conseil, tournez-vous vers la vie, allez regarder devant, donne-moi un autre enfant, faites un autre enfant. Il y a même des médecins qui peuvent donner tel conseil. Et ce n'est pas une très bonne idée. C'est pour raccourcir, si l'on peut se l'imaginer, pour éviter le travail du deuil. Mais en effet, ça peut condamner un autre être, je veux dire l'enfant de remplacement, à une vie qui n'est pas la sienne, à une vie presque semblable à la mort.
puisque cet être est pour remplacer une personne qui est morte. Donc, loin de vivre sa naissance comme une résurrection ou une renaissance paradisiaque, c'est une lutte existentielle pour l'identité que connaît l'enfant de remplacement. Une lutte pour trouver sa propre vie, sa propre identité. Le revenant, c'est justement l'autre qui est absent, qui est mort. Pas confortable du tout. Je suis un revenant. Il y a un poème très touchant de Victor Hugo. Là-dessus, ça fait venir les larmes. Je ne l'ai pas sous la main, mais si vous voulez, je peux vous l'envoyer. Le revenant. Où une mère est enceinte à nouveau, elle tient un bébé et le bébé n'est pas voulu parce que ce n'est pas l'autre qui est parti, mais le bébé est là, il est né et il dit, ne le dit à personne, mais moi, je suis l'autre. Vous voyez un peu l'atmosphère. Voilà, ça c'est l'élément structurel, l'identité en premier, je crois, ou en deuxième, parce que l'attachement est en premier peut-être. On verra ensemble. La recherche sur l'enfant de remplacement a vraiment commencé avec la recherche sur les disparus, les familles assassinées pendant l'Holocauste. C'était la recherche avec les survivants, soit de l'Holocauste, les chercheurs en Amérique, soit de la tuberculose en France, avec Maurice Porot. Et ils avaient observé chez ces enfants, des individus qui avaient survécu, la culpabilité d'avoir survécu. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve même chez un enfant conçu pour remplacer. Pourquoi lui ou elle est vivante et l'autre non? Et bien sûr, pour les survivants de la Shoah, eux et leurs descendantes ont dû remplacer parfois toute une famille, toute une génération, plusieurs générations. Alors, les premières recherches, 1946, et en 1964, il y a un article de Kain et Kain, Albert et Barbara Kain, et Albert Kain est encore vivante. J'ai été en correspondance avec lui. Et il a écrit « La relation des parents avec le nouveau-né était quasi étouffée dans des cas par l'image de l'enfant perdu. Les troubles d'identité de ces enfants étaient tels qu'ils ne pouvaient presque pas respirer en tant qu'individus ayant leurs caractéristiques et identités propres. » Être né après une perte, être né dans une atmosphère de deuil, de tristesse, de dépression et ce trouble de l'identité. Mais je trouve ça difficile de dire qu'est-ce qui est en premier, l'identité ou l'attachement, parce qu'en fin de compte, c'est la relation d'une mère en deuil ou d'un père en deuil, des parents, des grands-parents en deuil, qui impacte sur l'attachement avec l'enfant. Je connais même des enfants de remplacement adultes qui remplacent un enfant pour la grand-mère, que la grand-mère a perdu. Je vais essayer de continuer avec ça. Voilà, là c'est un peu une liste choisie de littérature. Et je trouve pour nous qui pratiquent et aussi pour des enfants de remplacement adultes, de lire et connaître quels sont les éléments structurels, quelles sont les histoires, c'est très utile, c'est très salutaire
Donc, une petite liste de recherches que j'ai choisies, Kainekain, Sabadini, encore vivant et qui collabore avec moi pour faire connaître cette condition, Dinavadi, Ilan Kogan, sur les enfants nés après la Shoah. Porot, peut-être ça vous intéresse. Ça, c'est le livre qui m'a réveillée, hein, Maurice Porot, L'enfant de remplacement. Je crois que je le montre même dans une dia. Quand j'ai lu ça, beaucoup de cas célèbres, on va en parler, ça m'a vraiment informée. Et voilà, j'ai écrit en 2006 mon premier article en français dans les cahiers Jungiennes. En 2014, un article en anglais et le livre que vous voyez là, publié en 2019. L'enfant de remplacement, donc fait face à un deuil parental non résolu, à un attachement difficile, va faire probablement une quête de sa propre identité et parfois c'est la souffrance, les symptômes qui vont l'amener à faire ce travail, à consulter peut-être, on peut le souhaiter. Et il y a des sentiments de culpabilité et de deuil, parfois transférés aussi des parents, des grands-parents. Et j'aurais dû peut-être mettre là aussi une autre conséquence, c'est dans les relations. Dans les relations adultes, on peut avoir un reflet d'un attachement difficile. Je vais approfondir cette question. Donc, on pourrait penser que ce sont des cas rares. Il y a la mortalité infantile qui a baissé. Il n'y a pas aujourd'hui un enfant sur deux qui meurt dans les pays développés. Mais ce n'est pas si rare que ça. Parce que maintenant, avec peut-être mon intérêt ou ce que j'ai vu, voilà, je veux d'abord vous montrer une image choquante d'un enfant de remplacement. Ça, c'est l'image humaine. Ça, ce sont 3 enfants qui sont morts suite au missile en 2015 qui a abattu l'avion MH17 en route pour l'Indonésie, je crois, de Amsterdam. 3 enfants et les grands-parents morts dans cet avion abattu sur l'Ukraine, vous vous rappelez peut-être. Et maintenant, 1 an après, cet enfant qui est né, qui aura l'image de ces 3 dans la fratrie qui ne sont plus, qui aura dans la relation avec les parents l'image de ces 3 enfants, s'intercale. C'est normal que c'est là. Là, c'est une catastrophe, c'est un accident scandaleux, tragique. Mais ce n'est pas si rare. Dans d'autres circonstances, on peut voir une définition qui inclut beaucoup plus d'autres cas de remplacement. Donc, classique, conçu, né pour remplacer, mais aussi peut-être né après une fausse couche, une interruption volontaire de grossesse, un de 2 jumeaux ou de 3 qui survit, un de multiples qui sont gardés dans la procédure médicalement assistée de la conception, mais aussi peut-être un enfant handicapé ou un enfant divorcé. Récemment, j'ai eu un cas d'un enfant divorcé. Une mère a perdu son fils dans un divorce extrêmement contentieux. Et voilà, elle a une fille et la fille est presque un garçon. Elle grandit presque comme garçon. Peut-être aussi un enfant
adopté comme un enfant qui remplace un enfant naturel ou un enfant adopté et puis né un enfant naturel. Toute personne ayant un rôle de remplacement ou à qui fut déléguée une fonction de remplaçante. Et maintenant, je veux encore dire, c'est peut-être pas seulement le mot après. Ça peut aussi être, il y a des cas dans la littérature, ça peut aussi être un enfant, un cas fameux, Stolorov et Stolorov, une fille de 16 ans, le frère a un accident mortel et elle devient le frère. Alors, elle s'est attribuée la fonction de le remplacer pour faire croire qu'il n'est pas mort, qu'il existe encore en elle. Elle a fait un épisode psychotique. Prudence. Il se peut, mais il n'est pas nécessairement le cas qu'un enfant dans une famille endeuillée où quelqu'un manque souffre de ce syndrome ou de cette condition. Ça dépend en premier des projections parentales, mais aussi d'une éventuelle auto-identification et bien d'autres facteurs, d'autres pertes qu'il y a eu déjà dans la famille. Une certaine fragilité chez un parent, de quelques traits de personnalité. Il y a beaucoup de facteurs et je trouve c'est l'enfant de remplacement adulte, lui-même, elle-même, qui peut décider en sachant quelle est la recherche, quels sont les éléments, si ça s'applique à elle ou à lui. Je crois que c'est un peu une autosélection de ce diagnostic que je trouve qui est le plus propice. Maintenant, je vais vous parler un peu à la jungienne des archétypes. Des archétypes, c'est des structures innées dans la nature humaine. On a tous une image du naissance et de la mort, une image de la mère, une image du père, une image de l'enfant. Il y a des choses dans le vécu de l'être humain qui sont à travers tous les siècles et à travers toute personne. Il y a des structures innées. Et là, il y a les structures innées de la vie et de la mort. Mais chez l'enfant de remplacement, il y a quelque chose de spécial. Normalement, c'est d'abord la vie et à la fin, c'est la mort. Mais dans cette constellation spéciale, il y a d'abord une image de mort qui s'immisce, qui rentre via l'inconscient ou même la projection ou juste un peu le lien. Il y a un amalgame de la vie et de la mort. Je reviens. Et ça, bien sûr, bien avant que l'enfant est capable de comprendre ce qui se passe comme un adulte qui peut devenir consciente de ce qui se passe dans notre inconscient. Et ça va être quelque chose qu'on veut aussi reconnaître chez un enfant de remplacement et différencier. À la fin, je vais vous montrer une image de différenciation justement de vie et de la mort. Cette expérience d'une perte bute violemment avec la réception d'un nouvel être dans la vie. Et d'abord, dans cet attachement primaire, il y a l'image d'une absence qui s'intercale aussi. L'absence d'un frère, d'une sœur, l'absence d'un parent qui est en deuil, qui n'est pas là vraiment, qui est un peu anéanti, qui est en déprime, qui n'est pas vraiment en relation. Donc, je veux vous montrer encore cette image du livre que je viens de vous montrer en live, Maurice Perrault, en 1993. On le trouve dans l'Antiquariat et il a décrit ce symptôme
syndrome, ce dilemme, ce handicap, comment elle le titule, à travers ses recherches. Elle était prof de psychiatrie et elle a fait beaucoup de recherches sur la suite de la tuberculose, des morts suite à la tuberculose. Et il trouvait qu'il y avait 3 moyens de s'en sortir de ce dilemme: la folie, la créativité, je crois la créativité pour contrer l'effet de la destruction, ou devenir psy. Donc, parfois, quand je donne ces conférences-là, il y a pas mal de psys qui se reconnaissent d'un coup d'avoir vécu quelque chose comme ça, de le trouver dans la lignée de la famille, qu'un parent peut-être est enfant de remplacement ou un grand-parent. Et ça a aussi encore un effet. Et je trouve devenir psy, c'est peut-être parce qu'on souffre, on a souffert, on se cherche, on a de la compassion pour l'autre, on est intéressé dans les profondeurs de l'être humain, de l'âme. Voilà, ces 3 chemins, c'est ce que propose Porot, et moi, je propose l'individuation, ce chemin de devenir soi-même, d'entamer un dialogue entre mon ego, mon moi qui est conscient, et les contenus dans l'inconscient. Regardez, je montre encore une fois l'image. Là, vous avez un petit être avec une ombre gigantesque, une petite tunique autour. Et là, il y a Salvador Dali qui se cache derrière un canvas. Comment je dis ça en français? Voilà, derrière Un drap. un drap, merci, je ne voulais pas dire un drap de mort, voilà. Et devant, on voit le lion. Et bien sûr, peut-être vous le savez, Salvador Dali, c'est un enfant de remplacement. C'est un linceul. Oui, exactement, merci. Je cherchais ce mot, merci. Et il est né après Salvador I est mort. Et il a dit qu'il y avait 3 ans ou quelque chose entre lui, le premier Salvador, et lui-même. Et non, ce n'est pas vrai. Il y a 9 mois et 10 jours. Donc, vous vous imaginez que Salvador Dali, que nous connaissons, il est conçu dans les 10 jours après que Salvador I est mort. Et les parents l'ont considéré comme réincarnation du premier. Et il s'est bien occupé de ça. Il avait un grand intérêt en Freud. Il a fini par le rencontrer en 1938, je crois, 39, à Londres, jusqu'avant la disparition de Freud. Mais il a traité ce thème toute sa vie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ainsi qu'on reconnaît un Dali. Une œuvre Dali, c'est Dali, lui, et pas un autre. Donc, il a vraiment cherché son unicité. Il a dit qu'il a connu la mort avant que sa vie a commencé, qu'il était dans l'utérus, attaché à la placenta dans un enfer, qu'on lui a volé l'amour de ses parents pour lui-même. C'est très fort. C'est très fort. Il y a plein de... Si je pourrais donner toute une conférence sur Dali, hein, il a peint son frère défunt encore 60 ans après. Il a fait des recherches sur des tableaux qui montraient un tombeau caché. Il avait raison. Au Louvre, sur un tableau de Millet, on a fait des recherches sur son insistance et on a trouvé que ça montrait bien et belle avant que c'était couvert par Millet la tombe d'un enfant. C'est incroyable. Donc, il était vraiment obsédé par ça. Voilà, le chemin de l'individuation chez lui, c'est créer, c'est être unique. C'est exactement la définition de Jung, le processus qui crée un individu psychologique, c'est-à-dire une unité autonome,
indivisible. On ne peut pas le diviser entre celui qui est là et celui qui est parti. Indivisible. Ça, c'est dans la guérison psychologique. C'est devenir la personne qu'on est capable de devenir soi-même. Le soi chez Jung. Il y a un petit discours théorique. Ah oui, après. Donc, des cas célèbres, comme je vous ai montré Salvador Dali, chez Porot, on trouve à travers les siècles le roi Salomon, Shakespeare, Napoléon III, Beethoven, Goethe, Chateaubriand, Stendhal, Marx, Van Gogh, Camille Claudel, Frida Kahlo, Kierkegaard, Marie Cardinal, Maria Callas, Elvis Presley, et plein encore, y inclut le président Emmanuel Macron de la France, et bien de psy, comme je disais, Sigmund Freud, Jung, Carl Gustav Jung, Sabine Spielrein, Françoise Dolto, Didier Anzieux, André Green. Beaucoup. Et là, même dans cette liste, pas tout enfant de remplacement est fameux, évidemment non, mais on voit qu'il y a un élan, il y a quelque chose, c'est peut-être le soi que je vais expliquer, qui pousse les personnes à reconnaître leur souffrance et à se réaliser le plus possible. Là encore une image, j'ai de ces personnes-là et d'autres. J'ai créé ce site, Replacement Child Forum, c'est en anglais, avec 2 autres auteurs en Amérique. C'est gratuit, vous pouvez consulter, vous pouvez contribuer votre expérience. C'est pour les professionnels et c'est pour les enfants de remplacement adultes qui peuvent faire des recherches et ça les aide sur leur chemin de conscience. Sigmund Freud, juste un petit peu, il a eu un frère qui est né très peu après lui et il a trouvé que ça c'était un peu une trahison, hein, qu'il y a un autre enfant qui lui vole sa mère si vite et il a trouvé que c'était une intrusion et qu'il a souhaité, comme un enfant le souhaite, la disparition de son frère Julius, qui est né en octobre 57, un an après, est décédé à l'âge de quelques mois, 7 mois. Et déjà Julius, il portait le nom du frère de la mère de Freud qui est mort de tuberculose. Et après, on voit bien qu'il n'y a même pas 9 mois là entre Julius Freud et sa sœur, pas sa fille, qui s'appelle aussi Anna Freud, qui est née juste après. Donc, Freud, il a dit qu'il y avait toujours un ami et un ennemi haï, qu'il était dans une ambivalence. Il a fait des pertes de conscience autour du 15 avril, la date de la disparition de son frère. Et à mon avis, il a joué quelque chose, un rôle à jouer, le fait que Sigmund Freud et Carl Gustav Jung étaient enfants de remplacement dans leur rupture. Il y a un rêve où Jung rêve de 2 têtes mortes tout en bas de son inconscient et Freud pense que Jung souhaite sa mort. Et pourtant, c'était 2 têtes mortes qui se reflétaient l'un à l'autre entre ces deux dans leur inconscient. Voilà, maintenant, Carl Jung, qui est né en 1875, après 3 enfants morts-nés, 2 morts-nés, 2 filles morts-nées, et lui, il est né après un fils qui est nommé comme le père, Paul Jung, et qui a vécu seulement 5 jours. Je vous laisse un peu entrer dans sa psyché en citant de ses mémoires. Il me semblait
miraculeux de n'être détruite avant mon heure. J'avais une tendance inconsciente au suicide ou une résistance néfaste à la vie dans ce monde. C'est pour cela que vous ne devez pas tendre vers la diversité, mais vers votre essence. Il écrit dans un texte assez mystique, les 7 serments aux morts. Ça, ce sont des exemples qu'on peut peut-être trouver en travaillant avec des patients, avec des clients qui sont enfants de remplacement. Et il y a telle idéation, il y a une préoccupation avec la mort, avec la survie. Et même si quelqu'un ne peut pas vous le dire dans l'anamnèse, parce que souvent, des enfants de remplacement ne le savent pas, quelles sont les circonstances de leur venue au monde. Il y a quelque chose dans la diction, dans ce qu'ils racontent, dans ce qui les préoccupe. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un peu ces exemples ici. Je vais chercher. Voilà. La prochaine dia vous montre quelques titres de Jung traduits en français. L'âme, 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 l'âme et le soi. Je crois, bien sûr, je suis jungienne, mais je crois que l'approche jungienne est peut-être, et l'individuation, disons, l'individuation, quelques concepts jungiennes sont hyper utiles dans le traitement des enfants de remplacement, justement car Jung s'est cherché lui-même, à mon avis. Il s'est cherché lui-même et dans son approche, l'âme et certainement le soi joue un très, très, très grand rôle. Peut-être encore quelques citations de Jung pour ensuite illustrer le soi. Elle avait 15 ans ou quelque chose, il écrit « Suis-je cette pierre sur laquelle je suis assise ou est-ce que elle, la pierre et moi ?» Vous connaissez beaucoup d'ados qui pensent des phrases comme ça? Moi non, sauf où ça joue un rôle. Et il y avait un épisode où il raconte qu'il a pris un plumier en bois, un plumier comme dans le temps, hein, un petit truc en bois pour ouvrir avec une tablette. Il a mis une pierre noire là-dedans, il l'a fermé et puis il est monté au grenier et il a caché ça au grenier. Et après, il écrit dans les mémoires, je me sentais après sûre de moi et le sentiment troublant de désunion d'avec moi-même disparu. Je ne sais pas ce que vous associez avec ce casier, ce truc de plumier et la pierre là-dedans. Pour moi, ça me fait quand même penser à un cercueil. Et une fois qu'il avait posé ça, elle était tranquille. Il y a beaucoup de références au sacrifice dans le livre rouge, dans les mémoires, dans beaucoup d'œuvres de chez Jung. Mais il y a cette question-là qu'il a travaillé le plus. Qu'est-ce que pourrait être plus important de pouvoir dire? C'est ça ce que je suis. Très intéressant. Il n'écrit pas qui je suis. C'est ça ce que je suis. Et ce ça, il se réfère à l'âme, il se réfère au soi, il se réfère à une instance qui le dépasse totalement, mais avec laquelle il veut se mettre en contact. Ça, ce que je suis, c'est découvrir l'archétype du soi, le soi qui veut que la personne se réalise, qui veut qu'elle développe son potentiel, qu'elle devienne soi-même. Donc, le soi joue un rôle important. Où est-ce que je peux faire suivre ça?
Le soi joue un rôle très, très important dans l'individuation. C'est un moteur de l'individuation. Et d'ailleurs, j'ai repris Emmanuel Macron, la Révolution. Il est né 1 an après que ses parents ont perdu leur fille, mort-née, et la mère est presque morte aussi en couche. Elle était au coma. Et là, je vous lis 2 phrases. À l'heure où l'on choisit sa vie, je voulais un monde, une aventure qui me soit propre. Mes parents, ils ne m'ont rien imposé. Ils m'ont permis de devenir celui que j'avais à être. J'ai toujours eu cette volonté-là, choisir ma vie. Il s'est forgé chez moi cette conviction que rien n'est plus précieux que la libre disposition de soi-même, la réalisation de son talent, l'épanouissement personnel. Pour moi, ça parle justement de cette poussée pour l'individuation dont parle Jung. Les symptômes chez l'enfant de remplacement. Donc, pas tout enfant de remplacement va aller et venir nous consulter. Mais il y a peut-être d'autres moyens de se trouver, certainement, qu'on a vu chez Dali ou chez Macron. Mais ceux qui vont peut-être nous consulter et ne peuvent pas dire c'est ça, parce que c'est un secret de famille ou c'est enfoui, c'est défendu. Ils souffrent de mauvaise estime de soi, de solitude, de vide, de problèmes relationnels en lien avec l'attachement primaire, parfois de troubles de sommeil, d'angoisse, d'alimentation, parfois de colère, d'agression, hétéro ou auto-agression. C'est tellement général, on ne peut pas y venir à faire un diagnostic. Et moi, vous allez voir, oui, on peut trouver un trouble d'humeur, on peut trouver quelques éléments d'un trouble de personnalité dépendant, narcissique, état limite. Peut-être, on peut même trouver un épisode psychotique ou quelques signaux pré-psychotiques, mais pour moi, ce n'est pas une psychopathologie. Il s'agit de reconnaître, de comprendre que c'est cette conjoncture de la vie et de la mort, de troubles d'attachement, de recherche d'identité qui sont derrière, parce que justement l'enfant de remplacement souffre d'une condition existentielle, c'est lié à l'existence. Beaucoup de mots, maintenant un cas pour illustrer. Ça, c'est Johanna Glaser. C'est une patiente, un enfant de remplacement qui est venu me voir à la fin de sa quarantaine et sa transformation. Elle m'a donné bien sûr son accord d'utiliser déjà son nom et aussi de parler d'elle en public. Ici, vous voyez Johanna. Est-ce que j'ai mon curseur? J'ai perdu mon curseur. Oups, je veux revenir. Malheureusement, je n'ai pas le curseur pour highlight. Vous voyez cette jeune femme qui a sa tête sur un dessin et le dessin, c'est sa mère. Ce regard vide et le corps de la mère, on pourrait presque dire, c'est comme un utérus. Johanna est née après la mort de Johann. Johann avait 6 ans quand il est mort devant les yeux de la mère, quand il traverse la rue. Il a été pris par un motocycle qui était caché par une autre voiture. La mère dit, j'ai eu 4 enfants, je veux avoir 4 enfants. Elle a conçu Johanna,
Bien sûr, à l'époque, on ne savait pas si c'est un garçon ou une fille, on s'attendait certainement à un garçon. Elle est née fille et on lui donne le même prénom, mais au féminin. Une chose à éviter, à tout prix, si possible. Elle dit que sa mère était morte après la mort de Johann. Mais tout ça, elle ne savait rien parce qu'elle ne savait pas de quoi elle souffrait. Elle avait été en 6 séjours, je crois, psychiatriques, psychosomatiques. Elle avait fait plusieurs psychothérapies, des pistes comme abus sexuels en enfance, troubles de personnalité. Il y avait des choses qui ne la concernaient pas là où elle souffrait. Et un jour, elle a l'idée substitut. Je suis un substitut. Elle google, elle ne trouve rien. Après, elle a encore une idée, elle google remplacement et c'est là où elle a trouvé un article que j'avais publié en Allemagne, elle est allemande, et son assurance lui permet de venir chez moi. On a fait une thérapie brève, très intense, 2 semaines, jour par jour, avec des rêves, avec un journal de rêves. Et extraordinaire, je suis en contact avec elle depuis ce temps qu'elle m'a consultée en 2012. Elle a sa thérapeute maintenant à Monaco, à Munich, mais je suis en contact avec elle. Elle a dû voir la relation avec sa mère, avec une mère morte, selon André Green, psychiquement ne pas présente. Elle a dû voir son identité, sa féminité, elle était cachée. Elle avait des grands problèmes de trouver un partenaire. Sa mère faisait intrusion à l'âge de 26 ans quand elle se trouve dans sa chambre avec un homme et elle la frappe. La mère ne veut pas perdre sa fille, elle ne veut pas qu'elle va aller avec un homme parce que comme ça, la fille, elle va se séparer d'elle et ça, elle ne peut pas supporter. Et il y a des problèmes de séparation dans ces cas, souvent. Soit séparation de mère ou de parents, ou soit même séparation du fantôme de l'enfant absent. Elle pensait qu'elle va infecter les gens, qu'elle va tuer les gens. Elle a dû abandonner son travail comme infirmière en salle d'opération. Elle pensait qu'elle va infecter les autres clientes qui venaient dans mon cabinet parce qu'elle se lavait les mains chez moi. Elle était infectée avec la culpabilité, avec la culpabilité pour la disparition de son frère chez sa mère. Elle avait un introject de culpabilité et bien sûr de deuil. Vous voyez, elle est triste autant que sa mère. Elle a fait tout un processus de transformation. C'est pourquoi je peux vous montrer le nom, parce que justement, elle a écrit ce livre en allemand. J'espère que ça va être traduit un jour en anglais et en français, parce que c'est extraordinaire ce qu'elle écrit. Et vous voyez là, il y a la plume sur le dessin, la plume qui est comme un symbole de l'âme quand même. Et elle disait que c'est très léger, c'est très fragile, mais le rachis, la colonne vertébrale, le rachis de la plume, elle est forte. Et pour moi, ce rachis, c'est un symbole du soi. Il y avait quelque chose en Johanna, et vous la voyez maintenant, c'est une image contemporaine, comment elle a changé dans ces 12 ans. Comment elle s'est assumée, elle s'est trouvée, elle a compris de quoi elle souffre. Et parfois, elle a tendance à me banaliser un peu avec le soi. Et elle dit, oui, qu'est-ce que c'est le soi? C'est banal pour moi. J'ai trouvé que moi, je ne suis pas mon frère. Je ne suis pas Johanna. Je suis Johanna, je ne suis pas Johanna. Voilà, c'est un beau exemple
de cette transformation qui est possible. On ne doit pas être fameux pour cela, mais on doit se trouver et on doit y travailler et rester présent et choisir la vie, toujours choisir la vie au-delà de la mort. Et dans un courriel récent, elle dit, j'ai découvert le sens de ma vie et j'ai réconcilié avec mes parents et même avec mes frères et sœurs qui l'avaient un peu écarté. Parce qu'elle, bien sûr, elle était souffrante, mais elle était née après. Et les frères et sœurs avaient aussi perdu leur mère après la mort de Johan. J'ai un deuxième exemple, le cas de Delphine, qui est dans le livre, parce que c'est elle, voilà, qui a fait le dessin aussi sur le titre du livre. C'est une femme qui est venue me consulter. Elle avait 70 ans, dans les 70 ans. Sa sœur était morte, née. Et elle est la fille née après. Et il y a encore une fille après. Et à ces deux filles, on a distribué le prénom de la fille qui est morte-née. Et alors, dans le cours de l'analyse, elle s'est donné un nouveau prénom, Delphine, le nom de plume si on veut. Et le dauphin, c'est un conducteur des âmes dans les mythes, symboliquement. Et ça, c'est sa percée vers sa vie, sa renaissance, si vous voulez. J'ai choisi pour le titre du livre son dessin. Elle s'est fait faire art-thérapeute tardivement. Et là, elle est sur un élan, on voit quelque chose va vers la vie. Mais avant, il y avait justement cette lutte entre une force lumineuse, dans le cercle entouré par la couleur jaune, comme un œil d'un oiseau, qui fait face à cette force de la mort. Ça, c'est pour illustrer la vie et la mort. Et il y a un troisième ici en bas. Je ne sais pas comment je peux récupérer mon curseur parce que j'aimerais bien vous montrer ça. Un moment, je vais essayer de retrouver le chemin. Aïe, aïe, aïe. Un moment, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que... Oui, maintenant j'ai le curseur. Voilà. Ici, il y a une troisième force. Il y a une dynamique qui est dans les couleurs violettes, couleurs de souffrance, couleurs de mélange de bleu et rouge, de féminin et masculin, d'esprit et d'éros. Mais c'est ça, ce petit point qui est le troisième, qui est en dehors déjà des opposés de vie et de mort et qui incite ce processus vers son individuation. Donc, les dessins ou les rêves, dans les deux cas, j'ai travaillé aussi avec les rêves, sont très informatifs. Ça mène quelque chose de l'inconscient, amène la personne vers sa propre réalisation, ce qui est de la souffrance, mais aussi ce qui est du chemin de devenir soi-même. Petite récapitulation, l'attachement libre. L'identité, le deuil et la culpabilité, éléments structurels qu'on trouve, aussi le problème. Ah, mon curseur s'en va, non. Justement, la conséquence de la recherche de l'attachement à l'identité pour les relations ultérieures adultes. Maintenant, je veux illustrer ça avec quelques œuvres d'art. Egon Schiele, La mère morte. Il a dessin ça. C'est plusieurs enfants que sa mère a perdus
Egon Schiele a perdu sa mère. Et là, il a peint, je crois, de la perspective de la sœur qui est née après qu'une sœur à Egon Schiele est morte. Donc là, vous voyez un bébé vivant, rose, avec cette mère marquée. Pourquoi je montre ça? Ça, c'est très bien et décrit par André Green, un enfant de remplacement, car il avait une sœur qui souffrait de la tuberculose. Et il dit, elle n'est pas morte, bien sûr, non, elle est psychiquement morte, elle est en deuil, elle est captive d'une dépression vide qui passe à l'enfant. Et c'est ça ce qu'on va trouver peut-être dans le transfert, on va être dans cette position. L'identité. Salvador Dali, une illustration de Macbeth, ça m'a été apporté par une fille d'une mère enfant de remplacement. C'est comme des twins, comme des jumeaux, c'est à moi. Hein. On est collés, on est dans cet amalgame entre un et un autre, une et une autre. Et c'est ça ce qui est à faire conscient, parce que telle image, on peut avoir dans l'inconscient, donc c'est à faire conscient, et à faire une opération, qu'on va se différencier de cet autre être qui colle à l'enfant de remplacement. Encore cette atmosphère funeste dont parlait Kain et Kain. Peut-être vous reconnaissez ça, cette personne ici, ça, il a les traits de Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, le plus fameux cas, le plus étudié des enfants de remplacement, car il est né à un an exact de son frère, nommé le même prénom, Vincent I, 1852, lui, le même jour, 1853. Même numéro dans le registre des naissances. Vous pouvez vous imaginer, là, il dépeint une scène pauvre, on mange que des patates, des pommes de terre, mais ici, c'est sombre, c'est funeste, c'est pauvre aussi émotionnellement. Il cherche le regard de sa mère, et la mère, elle a le regard baissé. Elle n'est pas là pour lui, il n'est pas vu, elle est seule. Encore une image de Vincent van Gogh, il y en a plein d'images de lui qu'on pourrait montrer. Ici, quelques mois avant que lui, il est mort, suite à la naissance d'un troisième Vincent, le fils à son frère bien-aimé Théo, il a peint la résurrection de Lazare et encore les traits de Vincent van Gogh, ici dans le visage de Lazare. Plus jeune, il a nié la mort d'un ami peintre et il a écrit dans le livre de Porot, on peut le lire, il n'est pas mort. Notre ami, je ne me rappelle plus du nom, il n'est pas mort. Donc, il y a cet entre-deux, entre la vie et la mort aussi chez ces cas. Donc, faire le deuil, vraiment faire le deuil, c'est de se séparer de l'être qui est parti avant de concevoir, désinvestir l'objet qui est disparu avant de réinvestir à nouveau son lien. Ça, c'est une tâche dans ces cas-là. Et bien sûr, la culpabilité que j'ai mentionnée au début du survivant, mais peut-être aussi autre culpabilité. Là, c'est difficile, ce que je veux dire. Mais dans les recherches, on a trouvé que parfois, un enfant qui est vivant, inconsciemment, est rendu coupable de la disparition de l'enfant qui n'est plus. Donc, on trouve chez
l'enfant de remplacement, parfois un complexe de Caïn et Abel. Caïn qui a tué Abel. Les deux, la victime et le meurtrier. Ça, on peut le trouver chez l'enfant de remplacement. Il faut de la compassion, je crois, pour surpasser un tel ressenti de culpabilité. Et à mon avis, il faut aussi l'individuation pour ne pas rester coupable, pour ne pas vivre sa propre vie, pour ne pas faire vraiment la réalisation de soi-même. Ça peut aussi être une source de culpabilité, de manquer son autoréalisation, son réalisation de soi. Donc, de la culpabilité via la compassion, dans ce cas où quelqu'un doit dire pourquoi c'est moi qui vis et ne pas l'autre. Réinvestir sa propre vie, c'est un chemin qu'on peut prendre. Pour moi, c'est le processus de l'individuation. Ici, une image tirée du livre de Jung, avec sa propre illustration. On fait ce voyage sur les eaux de l'inconscient. Dans les eaux de l'inconscient, un poisson avec des gros dons, un complexe peut-être, un complexe de l'enfant de remplacement, un gros poisson en tout cas, dont il faut se rendre conscient. Et un petit détail qui m'est apparu, ne pas à mes collègues, qu'il y a un double meneur de bateau, un double capitaine. Il y a quelqu'un et sur lui est placé un autre qui pointe vers une image du soi, vers une boule ronde, dorée, quelque chose qui est entier, qui va un peu amener, espérons-le, sur la route vers soi-même. Le soi, ce soi archétypique et éternel, a existé avant toute naissance. Ce n'est pas une affirmation métaphysique, c'est un fait psychologique. Écrions le soi qui mène le bateau dans l'individuation. Le soi, c'est le but de la vie, l'expression la plus complète de ces combinaisons du distinct que l'on appelle un individu. Vous voyez comment elle s'est recherchée. L'ego est en relation avec le soi, comme ce qui est promu est en relation avec le promoteur. C'est ma traduction, pas très nette, je crois. Moved by the mover en anglais. Le soi, c'est le principe et l'archétype de l'orientation et qui donne un sens à la vie. Il y a un grand potentiel de transformation. Il y a des risques s'il y a une identification avec Caïn, avec le meurtrier. Il y a un grand ombre si on est dans l'inconscient coupable de la disparition de quelqu'un d'autre. Mais il y a de l'autre côté ce potentiel extraordinaire de la transformation, de la découverte du soi, de la découverte de soi-même, qu'on est un et ne pas deux, qu'on n'est pas remplaçant. Parfois, on trouve chez un enfant de remplacement un ego très, très fragile. Et on ne peut pas tout de suite aller là vers le soi archétypique, vers quelque chose dans l'inconscient. Ce grand poisson, ça pourrait avaler le moi. Donc, ça pourrait se révéler dangereux. Il faut peut-être d'abord parfois consolider le moi. Rester dans le ici et maintenant, dans les préférences, dans qui suis-je, mais vraiment dans la vie quotidienne, avant l'exploration. Dans quelques cas, des images, des rêves, des symboles qui viennent de l'inconscient, parce que chez nous, chez les Jungiens, on parle de la psyché, de la fonction de la psyché, de l'âme, de créer des symboles.
pour que nous devenons un. Symbole, ça veut dire mettre ensemble deux choses qui ne l'étaient pas. Voilà, et ça c'est clair qu'il y avait quelque chose avec quoi on n'était pas un si on est né dans telle circonstance. Ça passe par rendre consciente l'ombre de l'enfant de remplacement, qu'il vit sa vie à l'ombre ou autre ombre. Et maintenant, il y a un concept jungien, peut-être vous l'avez entendu déjà ou pas, l'anima, l'animus, l'image du féminin, l'image du masculin en moi-même qui me rend entier, entière. L'anima, le féminin, l'image de l'âme pour l'homme, l'animus, je crois, autant le bien-aimé de l'âme chez la femme. Ça, c'est découvrir au lieu d'un frère qui est absent ou d'une sœur qui est absente, au lieu de l'absence, il y a une présence, mais elle est intrapsychique. C'est découvrir à l'intérieur de soi-même une image de l'autre, ça veut dire de mon âme, qui est que unique et mienne. Pour cela, ce terme est utile, parce que parfois on va rêver d'un inconnu qui nous appartient, avec qui nous sommes en union. Et bien sûr, de surpasser la culpabilité avec compassion, avec compréhension, reconnaître ces éléments dans un accompagnement de l'enfant de remplacement. L'image du vrai soi est enfouie, c'est caché, c'est dans l'eau dans beaucoup de cas. L'ombre, on a tendance de penser que c'est quelque chose à cacher. Mais l'ombre, dans un tel cas, est peut-être tout le potentiel qui n'est pas encore reconnu et vu dans de tels cas. Donc, l'ombre peut être très positif dans tel cas. Peut être difficile. Hein? L'image du meurtrier, c'est aussi une ombre avec lequel il faut peut-être rentrer en contact, mais ça peut être très, très positif parce que c'est tout ce qu'on n'est pas encore. Et bien sûr, je trouve, comme j'ai mentionné au début, il fallait ne pas une amalgame de vie et mort, quelque chose qui est confondu, mais une différenciation. La mort, elle est là, et la vie, elle est là. Je reviens. Excusez-moi, non, je veux revenir à cette image. Klimt, un enfant de remplacement, bien sûr, il a fait un frise, la mort et la vie. Je trouve que c'est très, très beau. Il y a aussi cette belle, et, vous le connaissez tous, le baiser de Klimt, cette conjoncture que je pourrais dire avec l'anima, avec l'animus, avec le bien-aimé, la bien-aimée. J'aurais pu le mettre ici aussi, j'aurais dû. Voilà, donc je reviens vers cette citation de Jung, maintenant bien âgé dans sa tour, où il cherche le silence, la nature, où il a, je traduis le texte qui est sur la photo, où il y a des pensées qui viennent et qui sont réminiscentes des centenaires passés. Et qu'est-ce qui pourrait être plus important que de pouvoir dire, c'est ça ce que je suis, moi, avec mon âme, le moi qui renaît de l'âme. C'est ça ce que je suis, c'est découvrir qu'il y a quelque chose en moi qui est plus profond, qui est là, qui ne disparaît pas, qui ne reste pas contente avec l'état de remplaçant. Maintenant, thérapeute et analyste, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut diagnostiquer la condition. Déjà, dans l'anamnèse, aujourd'hui, je demande sur 3 générations la place dans la lignée et s'il y a eu des pertes.
parce que souvent c'est transmis dans les générations, la souffrance. Et souvent, les personnes qui sont concernées ne le savent pas même qu'ils sont, trop vite, qu'ils sont un enfant de remplacement. Après, je peux travailler avec les éléments structurels, attachement, identité, deuil, culpabilité. Je peux renforcer le moi, l'ego, et aider l'enfant de remplacement à découvrir son vrai soi, le concept de Winnicott. Et chez Jung, le soi, c'est encore un peu différent. C'est le soi avec le grand S, la dynamique du soi archétypal qui aide à découvrir son vrai soi. Et bien sûr, on peut prévenir, on peut accompagner les familles en deuil. C'est vivement recommandé. Et même pas seulement les parents, mais aussi la fratrie, si possible. De veiller s'il y a une nouvelle conception ou s'il y a la tentation de transférer des projets ou des rôles à un enfant dans la fratrie qui a survécu à la disparition de quelqu'un. D'examiner activement s'il y a des fantaisies, s'il y a des projets. L'autre enfant a joué le piano. La mère veut que la nouvelle-née veut aussi devrait être enfant prodige du piano. Elle a eu le piano et quand sa propre fille veut jouer le piano, elle dit « Pas de piano chez moi aussi long que je vive ». Donc, vous voyez un simple transfert d'un souhait d'une fille qui jouait magnifiquement le piano à des séquelles de 3 générations plus tard. Éviter un prénom qui rappelle l'absence. Éviter aussi un prénom comme Renata, Renate, René, quelque chose qui évoque un remplacement. Emmanuel, Emmanuel Macron, les deux parents se disent agnostiques et Emmanuel veut dire fils de Dieu. Il était là aussi pour conforter. Je ne veux pas faire une analyse d'Emmanuel Macron, le président de France, mais il y a à songer au prénom. Veiller à l'éventuel danger d'une transmission entre générations que je viens d'évoquer avec ce cas de piano. Il y a même des cas où des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants, ils sont grands maintenant, ils sont en instance de créer, de procréer, et la grossesse est contaminée par des images de mort et on ne sait pas pourquoi. C'est parce qu'il s'est passé des choses avant, 2 générations avant, 3 générations avant. J'ai accompagné plusieurs cas l'année dernière comme ça et c'est très important qu'on est consciente. Sinon, inconsciemment, il peut y avoir des compulsions de répétition. Brièvement, le transfert, les contre-transferts dans ces cas. Souvent, il y a une dépendance, comme j'ai évoqué avec la mère qui ne veut pas lâcher sa fille. Et ça peut aussi se présenter dans l'analyse ou dans la thérapie. Il y a un lien, peut-être un lien dépendant. Parfois, il y a un lien, décrit André Green, qui n'est pas avec l'analyste ou thérapeute, mais avec l'analyse en soi. J'avais une fille née après des jumeaux, où un des jumeaux est morte, et elle collait à mes yeux, elle ne laissait jamais mon regard libre. Elle y collait parce qu'elle voulait être vue, parce qu'elle n'était pas vue. Ça aussi, on peut avoir accroché ou justement vide, ne pas de lien. Le lien hostile, dépendant ou ambivalent ou rejetant de l'enfance, il est répété dans le transfert.
Et il y a aussi les forces de non-vie qui peuvent se répéter dans la situation thérapeutique. Et j'ai fait une supervision avec la thérapeute Johanna Glaser. Et elle disait, moi, je ne le comprends pas. Et elle a toujours ses fantasies comme ci et cela. Et j'arrive pas, j'ai tout essayé, je ne peux pas me lier à elle. Et en cours de la supervision, on était amené à se sentir comment Johanna se sentait dans l'utérus de sa mère. Comment la mère se sentait avec Johanna comme fœtus dans son utérus. Et c'est là où la thérapeute a pu sentir cette tension entre la non-vie et la nouvelle vie, où nous deux, on a eu les larmes. Et là, on était auprès de Johanna. Donc, c'est à ce niveau-là que peut nous référer un travail avec un enfant de remplacement et où c'est important de savoir si nous ou nos parents ont été enfants de remplacement, parce que nous aussi, on peut se défendre. Ce n'est pas seulement l'enfant de remplacement qui se défend. Plein de défenses dans ce travail. C'est aussi nous qui se défendons si on n'est pas conscient. Et quand il y a les deux qui le font, il y a collusion et c'est fini. Donc, ça, c'est très important que nous sommes conscientes et nous sommes conscientes et compréhensibles des défenses chez l'enfant de remplacement. Bien sûr, la mort, une défense chez nous tous. Et parfois, il y a aussi les défenses par loyauté aux parents. J'ai vu ça pas mal. Mais tout ça, ce qui est difficile, il y a aussi avoir accès et vivre avec le patient enfant de remplacement la renaissance, la découverte du soi, de quelque chose qui pousse vers l'actualisation du soi. Je vais aller au prochain, mais j'arrive pas. On va essayer. Ah, voilà. Donc, la conscience, chez nous et chez l'autre, les symptômes et symboles sont bienvenus parce que c'est les symptômes et les symboles qui vont nous aider à reconnaître la vraie cause de la souffrance. Compréhension avec compassion, ne pas pathologiser, reconnaître les éléments structurels de cette condition existentielle et accompagner l'enfant de remplacement sur son chemin de l'individuation. Moi, je vois l'espoir pour l'enfant de remplacement justement dans cette découverte, dans l'âme, dans la psyché, d'un souvenir de son originalité propre à lui, propre à elle. C'est parfois comme un petit écho à peine entendu de lointain, mais c'est là. C'est l'âme qui recrée la vie. Et c'est nous qui portons cet espoir transitoirement pour le client, pour le patient. Nous avons le concept qu'il y a une unicité essentielle, qu'il y a un individu et pas un remplaçant. Cette image vivante de l'autre en soi-même, ce que j'ai appelé l'anima, l'animus, les termes jungiens, est à découvrir, à dépasser la culpabilité, peut-être à revivre le deuil qui n'a pas été vécu à fond et à renaître à sa propre vie. L'individuation peut permettre une renaissance psychologique à l'âge adulte. Ça, c'est le propos. Il y a 20 cas. Et il y a mon cas personnel parce que je suis enfant de remplacement. J'ai été née 6 mois après la mort de mon frère à cause d'une appendicite trop tardivement diagnostiquée. Donc, ma mère était enceinte avec moi.
Je savais les faits, mais je ne savais pas qu'est-ce que ça devrait représenter pour ma vie. Mais quand à la mi-vie, j'ai repris mes études et je me suis formée analyste jungienne, eh bien, c'était là où j'ai eu mon chemin d'individuation commencé et j'en suis très, très reconnaissante. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'espère que vous avez plein de questions qu'on peut discuter. Encore une fois, peut-être cette référence-là, le Replacement Child Forum pour ceux qui sont confortables avec l'anglais. Si je peux, je vais mettre notre conférence sur le site comme une première contribution française, mais c'est vous qui décidera. Si vous voulez m'écrire, voilà, vous avez ici aussi mon adresse courriel. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, j'aimerais bien vous revoir. Je vais faire stop share et reprendre contact avec vous. Comment allez-vous? Merci beaucoup, Christina. Je vous invite à remettre vos vidéos parce que c'est bien plus agréable d'avoir un Oui. public qu'on voit. Merci beaucoup, Voilà. Christina. C'était passionnant et je partage, comme on se disait en début de conférence, je partage avec vous le sort de l'enfant de remplacement, que je suis également, et qui est une thématique absolument passionnante et éclairante dans certaines situations cliniques dans lesquelles on peut se trouver en impasse. Oui. Avant de passer la parole aux participants pour des questions, moi j'aurais une question à vous poser. Oui. Parce qu'il me semble on pourrait avoir ici une hypothèse, en tout cas intéressante, pour le travail avec ce qui est aujourd'hui très présent dans la société, avec ces êtres qui souffrent tellement d'une identité trouble de la sexualité et qui cherchent une transition vers la non-binarité. Et il me semble là une hypothèse très intéressante de travail, en tout cas à vérifier dans l'anamnèse pour pouvoir aider ces êtres à donner sens à leur souffrance et peut-être leur apporter un éclaircissement vers justement ce chemin intérieur d'unité. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je connais certains cas où c'était manifestement l'absence d'une sœur ou d'un frère qui a amené un être à faire une transition vers un autre genre. Je ne suis pas sûre que c'est tous les cas, je ne sais pas. Je crois peut-être symboliquement aussi dans beaucoup de cas de cette non-binarité, c'est justement qu'on a un peu perdu le sens de la complémentarité, de la totalité de l'être humain, s'il y a les deux moitiés selon Plateau qui se rencontrent, qu'il y a une conjonction, une entièreté, peut-être c'est ça aussi, tout justement symboliquement, mais il y a des cas, manifestement, j'en connais quelques-unes, où c'est un tel événement qui a fait la recherche de l'autre et qui a essayé de s'épanouir dans la recherche manifeste de l'autre genre au lieu de la recherche psychologique, bien évidemment. Oui, c'est une bonne piste et à faire des études, je crois. Oui.